Merci infiniment. Alors, table ronde, le changement créateur d'opportunités. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Eh bien, nous avons plusieurs personnes autour de la table, dont Emmanuel Touzé, qui est conseiller santé au ministère de l'Enseignement supérieur, acteur essentiel de l'universitarisation des formations paramédicales. Madame Navio-Bellec, on ne vous présente plus, mais on va le faire quand même. Alors, vous êtes conseillère pédagogique nationale à la Direction générale de l'offre de soins, acteur majeur de la réingénierie de la formation infirmière initiale. Monsieur Mabrouk Neka, qui est membre de l'Ordre national infirmier, acteur dans l'évolution des missions et de l'autonomie de la profession infirmière. Nicole d'Auvergne, bonjour et bienvenue. qui est venue avec... Elle a des fans. Alors, Nicole d'Auvergne, vous représentez l'AFDS. Vous êtes directrice des soins et vous coordonnez l'IFSI Le Vignatier ainsi que l'IFCS du territoire lyonnais. Et je rappelle que vous portez la parole de Monsieur Damien Sarméo, VP en charge de l'enseignement, de la recherche et de l'orientation de la FNESI. Vous êtes actuellement en césure de la formation infirmière et vous allez reprendre en 3e année à l'IFSI Rockefeller de Lyon. Et enfin, Michel Appel-Sauzer, présidente du CEFIEC. Donc, avant de vous donner la parole à tous, on va donner la parole aux acteurs de terrain. On n'est pas trop au courant, mais je crois que ça concerne le changement de référentiel des infirmiers. Moi, je suis pas du tout au courant de tout ça. Je crois que c'est J'ai ça. aucune info là-dessus et bon, en vrai, on verra bien. Ouais. Et la profession ? La profession, on n'a pas trop d'informations pour l'instant là-dessus. Même nos formateurs, ils nous en ont pas forcément trop parlé pour l'instant. Moi, c'est encore un peu loin, en vrai. Ouais. Je me dis, il nous reste encore 3 ans à faire, donc En 2026, il y a le nouveau référentiel qui arrive normalement. Est-ce que tu as des craintes ? Bah non, je sais pas trop ce qui va changer ou pas, donc Moi, d'après ce que j'en ai compris, c'est que il va être sur plus de temps, enfin plus d'années, ou plus d'heures de cours et moins d'heures de TPG. Ou en 4 ans, je sais plus. Une histoire de 4. Ça vous fait peur ? Là, pour nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore concernés, mais après, selon s'il y a des redoublements, comment on va gérer ça, par quel référentiel on va être mené. De où vous avez entendu que ça allait rallonger ? Je crois que j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux et trucs comme ça. Mais du coup, Julien, qu'est-ce qui va se passer pour les étudiants infirmiers en 2026 ? C'est la refonte du référentiel étudiant. Ah bon ? Ouais. J'ai pas trop été au courant, on n'a pas eu trop d'informations par rapport à ça. Mais ouais, par rapport au changement de référentiel, s'il y a un changement dans la profession, dans le futur, tout ça. Et puis peut-être une volonté pour une rémunération plus conséquente dans les stages. Et tu as des craintes par rapport à la profession, l'avenir de ton métier ? C'est assez aléatoire, c'est encore assez flou, il nous reste 1 an, mais on ne sait pas encore. Et toi, tu as des craintes ? Ouais, bien sûr. Qu'on ait encore plus de soins à réaliser, alors qu'on manque cruellement de soignants. C'est pas en nous rajoutant des soins à réaliser, des actes en plus que on va pallier à la pénurie de soignants. C'est pas ça la solution. Mais ça consiste en quoi, la refonte Je sais pas trop d'infos. Peut-être avant une 4e année. Ah, les prochaines années ? Les prochains étudiants, pas nous. Ah ouais. Peut-être 4e année, ouais. Avec un peu de chance, on sera payé plus. Oh, Ouais, fou, hein. ce serait bien. Ça serait cool. Mais du coup, Justine, est-ce que tu sais comment ça va se passer pour nous, pour notre profession infirmière ? Non, je sais pas, peut-être qu'on aura plus de liberté. Mais avec tous ces changements là dans la formation et même dans la profession, vous avez pas peur que ça change ? Vous avez pas des craintes ? on a vu qu'on allait prendre beaucoup d'actions et je me demande si les médecins ils vont pas avoir peur qu'on empiète sur leur profession un peu. Je viens d'apprendre à l'instant qu'il va y avoir un nouveau référentiel. Auparavant, je n'étais pas du tout au courant. Personnellement, moi j'étais au courant du coup, parce que les premières années, ils n'ont pas eu les mêmes cours que nous. Comme ils ont eu des Écosses, alors que nous en première année, on n'en a pas eu. Franchement, ça a été un autre dispositif d'évaluation pour eux. Et j'étais au courant du nouveau référentiel, que quand on allait être diplômé, ça allait changer. Mais après, c'est vaste, parce qu'on ne sait pas
ce qui va changer. On a été mis au courant qu'il y allait avoir un nouveau référentiel pour notre profession. Au niveau de la formation, pour l'apprentissage, je crois. Les apports. Et après, on n'est pas... On n'a pas forcément eu énormément d'informations, on n'a pas été sensibilisé sur les nouveaux cours, les nouvelles pratiques, les nouveaux stages qu'il peut y avoir sur ce nouveau référentiel. Et pour la profession, ça va changer quoi? Je pense que du coup, ça va être réévalué Les compétences. on va dire les compétences dans le référentiel, ça va être réévalué. Donc je pense que dans tous les cas, ce sera un apport bénéfique pour la formation. Et puis, je pense que ça pourrait permettre peut-être de partir plus en confiance quand on va commencer à travailler sur notre premier poste. Peut-être de nouvelles compétences pour les infirmiers. On sait qu'il y a eu des décrets et des lois qui sont passés récemment et je pense que ça peut être une bonne évolution pour la formation infirmière et l'évolution de notre profession. Donc moi, nouvelle formatrice au sein de l'IFSI, je suis infirmière puéricultrice et c'est vrai que forcément ce nouveau référentiel arrivant se concentre un petit peu à connaître les différences qu'il y aura avec ce référentiel actuel. J'entends beaucoup parler effectivement d'apports supplémentaires au niveau de la santé mentale ou de la pédiatrie. En tant que puéricultrice, forcément, du coup, ça me paraît très important pour les étudiants d'avoir des notions supplémentaires dans ces domaines-là. Au niveau crainte, nouvelle arrivante, forcément, j'attends surtout d'en connaître plus pour pouvoir effectivement, avec toute l'équipe pédagogique, organiser les choses. Aujourd'hui, du coup, les craintes, je ne sais pas dire. J'attends vraiment de savoir exactement ce qui va sortir. Changement de référentiel, nouvelle formation, probablement. D'accord. Vous avez des craintes? Alors des craintes non, parce que je pense que le référentiel date maintenant quand même depuis quelques années. Il faut vivre avec l'évolution des choses, des systèmes, des nouvelles méthodes pédagogiques. Et puis surtout, il faut surtout que les étudiants prennent conscience de ce métier qui est humain et qu'il faut développer davantage les stages pour les étudiants. Quelle évolution cela va apporter à la profession et pourquoi il y a ce nouveau référentiel? Parce que les choses évoluent, la population est vieillissante, le système de santé évolue également, les méthodes pédagogiques avec l'intelligence artificielle, la population qui est vieillissante et puis aussi avec tout ce qui est comment vous dirais-je, prise en soin de la personne au domicile. Il y a plein de choses qui changent et qui demandent un changement d'évolution et on ne peut pas rester dans un référentiel qui est maintenant vieux, ça fait plus de 10 ans. On se rend compte dans les apprentissages que les étudiants se lassent de nos façons de procéder dans les méthodes pédagogiques et qu'on doit se nourrir de ces choses-là pour pouvoir faire évoluer la prise en soin des personnes. Application d'un nouveau référentiel à venir, qui est encore en cours de détermination. Et vous avez des craintes par rapport à ce nouveau référentiel? Des interrogations plus que des craintes, avec l'idée de se dire comment va se faire la répartition éventuellement des nouveaux apports, quelle va être la répartition notamment des différents temps de stage au niveau de l'alternance. Et au niveau de la profession infirmière, qu'est-ce qui va évoluer? Au niveau de la profession infirmière, on est dans une dynamique où il y a quand même une notion de partage au niveau des tâches et des délégations entre le côté médical et le côté paramédical qui est encore en questionnement, avec cette idée de nouvelles tâches qui pourraient incomber, notamment avec aussi l'arrivée sur le marché du travail et sur le processus, on va dire, de prise en charge des patients de l'infirmière en pratique avancée. Vous avez des attentes par rapport à ce nouveau référentiel? Pour ma part, dans la mesure où j'ai été en collaboration avec tout ce qui a été travail de recherche, peut-être une formulation plus appliquée et qui permettrait de mieux valoriser l'activité infirmière sur justement les activités de recherche.
Un des points importants pour moi par rapport au nouveau référentiel, ça peut être aussi de savoir comment va être intégré et comment va être aussi valorisée l'activité de simulation en santé. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup au sein de notre institut, en tout cas qu'on essaie de beaucoup développer, qui demande un travail de collaboration assez important entre les professionnels de terrain qui permettent de maintenir justement cette notion justement de valorisation des activités avec les aspects vraiment pédagogiques. Donc c'est un vrai travail collaboratif qui peut être appréciable et qui devrait être aussi à pas mal développé. Ben oui, allons-y. Alors donc du coup, Monsieur Touzé, je vais vous poser 3 questions. Alors, donc Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur là, a précisé dans l'allocution qu'il nous a fait une intégration pédagogique des IFSI à l'université. Donc la première question, c'est pouvez-vous nous expliquer ce que cela implique concrètement pour les IFSI? La deuxième question, ça sera sur le ministère de l'Éducation supérieure est engagé dans l'universitarisation de la formation infirmière. Et selon vous, quelle est la plus-value pour les apprenants, les équipes pédagogiques, les universitaires et les professionnels du terrain? Et enfin, dans la troisième question, il y avait une question autour de la vidéo, et sur cette vidéo, à la fin de cette vidéo, les étudiants parlaient sur la question d'une formation en 3 ans ou en 4 ans. Et donc, on voulait avoir un peu le positionnement, un point sur le positionnement du coup du ministère. On vous écoute. Oula. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. C'est important que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche puisse en effet s'exprimer après tous mes prédécesseurs, puisque je suis un nouveau conseiller, mais beaucoup de mes prédécesseurs ont également participé à votre congrès. Alors c'est intéressant de voir que tous ces étudiants et je ne sais pas s'il y avait des formateurs aussi peut-être qui étaient inquiets de ce qui allait se passer. Et pourtant, je pense que ce n'est pas faute qu'il y a eu de nombreuses communications sur le sujet depuis des années. Mais on voit qu'il y a encore besoin de continuer à communiquer. Et je pense que même quand on aura des informations distillées, il faudra encore bien communiquer. Alors sur le sujet de l'intégration pédagogique, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'ancrage universitaire des formations paramédicales, et en particulier la formation infirmier. En tout cas, c'est une volonté politique exprimée de nombreuses années, une volonté aussi d'un grand nombre des acteurs de la formation, des étudiants. Ce n'est pas nouveau, puisque depuis 2010, tous les instituts de formation en soins infirmiers sont en convention avec les universités. Mais ces conventions, elles sont un peu hétérogènes, il peut y avoir des applications un peu variables, et donc il y avait une nécessité d'aller plus loin. Et on entend beaucoup ce terme d'universitarisation, que beaucoup de gens d'ailleurs ont du mal à prononcer. En fait, je pense que l'intégration pédagogique, c'est finalement la déclinaison du terme universitarisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un partenariat pédagogique, avant tout, renforcé entre les instituts de formation infirmiers et l'université. Un partenariat qui doit garder l'équilibre, et ça c'est fondamental, entre le savoir académique et la professionnalisation. Et donc ça veut dire qu'on met en place un schéma universitaire avec tous les bénéfices potentiels, on y reviendra tout à l'heure, en respectant bien les spécificités de la formation, son caractère professionnalisant, l'approche par compétences, la forte et indispensable implication des professionnels de terrain, le lien avec les établissements de santé et d'autres structures de formation, et surtout le maillage territorial. C'est quand même une des spécificités. Donc il y a plusieurs volets dans cette intégration pédagogique. Le premier, c'est l'ingénierie pédagogique
et Catherine Navio-Bellet qui reviendra aussi tout à l'heure, c'est l'ancrage universitaire, c'est le renforcement des enseignements universitaires, et notamment sur la partie initiation à la recherche. C'est le renforcement des enseignements transversaux aussi, transversaux entre les formations de santé et les formations universitaires, mais aussi entre les formations de santé. C'est ce qui permettra, l'ancrage universitaire, c'est ce qui va nous permettre. Le deuxième volet, c'est la diplomation. C'est qu'il faut mettre en place les conditions pour la délivrance du grade, mais au-delà du grade, du diplôme d'État d'infirmier par le président de l'université. Le troisième volet, c'est le droit des étudiants. Je pense que notre étudiant reviendra peut-être tout à l'heure. Par définition, une fois que les étudiants sont inscrits à l'université, ils ont les mêmes droits que n'importe quel étudiant de l'université concernant l'accès à la documentation, le logement, la culture, la santé et le sport. Et puis, bien sûr, il y a les sujets de gouvernance. Et là, il y a des particularités, puisque l'intégration pédagogique, ce n'est pas une intégration organique. C'est bien la différence. Et donc, on va maintenir le périmètre de responsabilité des ARS, des régions et des instituts, maintenir les circuits financiers et organiser une gouvernance pédagogique, je reviens sur le terme pédagogique, partagée entre les instituts et les universités, en essayant d'avoir un projet co-construit, un projet territorial commun, avec peut-être des réflexions pour avoir une instance de pilotage qui permet d'avoir cette stratégie pédagogique à l'échelle territoriale. Et puis le dernier volet qui a déjà démarré depuis plusieurs années, c'est bien sûr la création d'une section CNU, la section 92, qui continue son expansion, qui peut-être aura besoin d'évoluer dans d'autres statuts, puisque aujourd'hui, vous savez que ce sont des statuts mono-appartenants et les questions de bi-appartenance se posent. Mais là encore, je réinsiste sur le fait que cette section, bien sûr, ces universitaires sont très importants, mais on ne pourra pas reposer que sur des universitaires. Il faut absolument maintenir les autres statuts de formateurs qui sont fondamentaux. Voilà pour répondre à la première question. La deuxième question, je pense qu'elle est sur les bénéfices finalement de cette universitarisation. Elle est fondamentale, cette question. Et elle est légitime et on se doit d'y répondre. Alors, je n'ai peut-être pas tous les éléments de façon exhaustive et peut-être qu'il y a des intérêts, des avantages qu'on découvrira aussi à l'usage. Il y a aussi des difficultés qu'on connaît et ça c'est sûr que ça ne se fait pas sans difficulté. Pour les apprenants d'abord, bien je l'ai dit, c'est que finalement ils vont avoir une véritable appartenance à l'enseignement supérieur universitaire aux côtés des autres professions de santé qui sont quand même majoritairement universitaires. C'est des droits identiques à tous les étudiants de l'enseignement supérieur, je l'ai dit. C'est surtout aussi la reconnaissance des périodes d'études, des diplômes et des qualifications permettant la poursuite d'études beaucoup plus facile dans des masters ou des doctorats. C'est aussi plus de lisibilité, transversalité, personnalisation des parcours, peut-être faciliter, là, si on arrive à organiser des enseignements transversaux avec les autres professions de santé, ça peut favoriser les passerelles entre les formations paramédicales déjà universitarisées, mais aussi passerelles éventuellement vers des formations de type médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie. C'est une voie qui existe déjà. Le fait d'être plus à l'université devrait permettre de la renforcer. C'est aussi peut-être, et ça restera à démontrer bien sûr, mais c'est une question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va augmenter l'attractivité ? On en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, et la fidélisation des professionnels en formation. Pour les équipes pédagogiques et universitaires, eh bien, je pense que c'est quand même une très belle opportunité de partager une approche et des outils pédagogiques, des outils numériques, des outils de simulation, entre instituts, mais aussi surtout avec les autres formations de santé qui ont beaucoup développé la simulation. C'est de donner un véritable label universitaire aux instituts de formation, c'est-à-dire qu'ils ont un label de l'université
Et à l'inverse, pour l'université, c'est aussi d'avoir un ancrage dans son territoire, dans des formations qui ont un impact social fondamental. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'université de former des professionnels pour le besoin de son territoire. C'est aussi la possibilité c'est pour chacun, tout un chacun dans un institut de formation, de renforcer ses compétences recherche, sa visibilité nationale et internationale des sciences infirmières en France, et de développer le corps enseignant au plus proche du terrain. Les corps enseignants, ils ne doivent pas être que dans les grandes villes, ils doivent être aussi au plus proche du terrain. Et puis pour les professionnels de terrain, eh bien, je pense que c'est aussi stimulant. Je pense qu'avoir une nouvelle génération d'étudiants qui sont aussi formés en lien avec l'université, ça peut aussi donner une reconnaissance, un sentiment d'appartenance, vraiment un sentiment d'appartenance à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas que les médecins, les pharmaciens, les dentistes qui sont à l'université, c'est aussi les enseignants en soins infirmiers, et chacun a bien son rôle auprès des plus jeunes en lien avec l'université et son institut local. C'est aussi un véritable décloisonnement, je pense, pour le système, qui était quand même extrêmement en silo, où certaines formations sont à l'université, pas d'autres, alors que c'est les mêmes niveaux de grade. C'est la possibilité de renforcer ses compétences, d'apprendre des nouvelles choses, notamment dans le domaine de la recherche, et de mieux préparer les étudiants au grade master. Et puis, c'est des opportunités de carrière aussi, je pense, pour tout un chacun au sein de son institut. Alors j'enchaîne les 3 questions. La 3e question, mais je vais repasser la balle rapidement à Catherine, parce que, en tout cas, du point de vue de l'enseignement supérieur, le fait de renforcer les enseignements universitaires, de modifier la diplomation, l'organisation pédagogique, etc., ça ne peut pas être une justification pour allonger les études. Alors on sait bien que les études, la maquette est très dense, et en plus on nous impose, parce qu'il y a un règlement européen qui fait qu'on rajoute 400 heures par rapport au référentiel précédent, mais en tout cas il n'y a pas de volonté d'augmenter la durée des études. Majoritairement à l'international, ça reste quand même 3 ans. Augmenter les études, c'est quand même un coût important, un coût sociétal. C'est aussi peut-être un coût pour les étudiants, parce que ça peut augmenter une forme de précarité de les laisser étudiants. En tout cas, pour nous, de côté enseignement supérieur, pas de volonté d'allonger. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On posera les questions à la fin des interventions de chacun. Madame Navio-Bellec, 2 questions pour vous. La première, dans un premier temps, que pouvez-vous nous dire sur ce que sera la formation à la rentrée 2026? Et dans un second temps, nous préciser les modifications significatives auxquelles les équipes pédagogiques doivent concrètement se préparer. Deuxième question, la mission universitarisation travaille sur l'ensemble des formations en santé afin d'inscrire les formations dans une logique de pluridisciplinarité. Expliquez-nous l'importance de cette mission pour la filière de formation infirmière et quels en sont les enjeux. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Ça devient un rendez-vous régulier sur ces sujets et c'est tout à fait intéressant. Alors, juste, je vais faire un détour avant de répondre aux 2 questions rapides. Donc, rappeler que la Direction générale de l'offre de soins est en effet fortement impliquée dans toutes les réformes par rapport aux formations. Et donc, aujourd'hui, ce sont des aspects qui sont portés par la sous-direction ressources humaines en santé. Il y a 2 bureaux, le bureau qui s'occupe de la formation et de la démographie que je représente aujourd'hui avec vous, et puis il y a le bureau de l'exercice professionnel. Donc la collègue qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, Brigitte Feuillebois, n'était pas disponible du fait de son expo, mais je vais refaire un détour juste pour répondre aussi à la question de l'étudiant tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui se passe sur la profession? Parce qu'en fait là on vit un mouvement qui est quand même un mouvement très très intéressant, c'est-à-dire qu'on va bouger à la fois la profession et à la fois de ce fait-là la formation. Donc se rappeler, vous avez dû le voir, c'était quand même tout à fait intéressant, un projet de loi, un vote à l'unanimité sur l'Assemblée nationale, sur le Sénat.
On est en procédure accélérée, on espère une publication à l'été 25, et donc là, avec une vraie évolution déjà sur des éléments, sur la profession, avec des missions, et ensuite, suite à cette loi, il y aura des évolutions sur les textes réglementaires, donc notamment ce fameux décret d'acte dont on parle beaucoup et qui donc va être revu, et puis de ce fait-là, on a un référentiel activité-compétences sur lequel vous allez être amené à travailler, puisque finalement, bien évidemment, c'est le socle de la formation que vous allez devoir mettre en place. Sur donc la réforme, on porte la réforme conjointement, les deux ministères, et je pense quand même que la présence de nous deux aujourd'hui, c'est vraiment le symbole que tout ce travail interministériel, il a bien progressé et qu'on est fortement engagé. Et on est accompagné par la mission universitarisation. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Je voulais vous remercier parce qu'on a une forte implication de l'ensemble des acteurs dans les travaux qui ont été menés. Mais le CEFIEC est particulièrement actif. On a beaucoup de contributions. Dès qu'on veut avoir des éclaircissements ou votre avis sur des projets, on demande et on a des éléments. Donc vraiment, ça, c'est pour nous, au niveau des travaux, tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce que ça va changer finalement pour les formateurs, la mise en place du référentiel? Alors, la première chose que je voulais souligner, c'est le fait que en tout cas, pour une première fois, on a un temps très significatif qui va être laissé pour la préparation et la co-construction à l'ensemble des acteurs. Donc ça, je pense que vraiment, c'est tout à fait intéressant. Ça doit vous permettre d'approfondir le partenariat institut-groupement-université. Comme l'évoquait tout à l'heure Emmanuel Touzé, par moment, sur certains territoires, ça fonctionne très très bien et ça va très vite et il y a des avancées, et puis sur d'autres territoires c'est encore à travailler. Donc là on a presque une année, vous allez avoir presque une année en tout cas pour affiner ces sujets, et ça il faut vraiment vous en emparer. On veut de la co-construction, on ne veut pas deux entités qui soient côte à côte, ça c'est terminé. Co-construction avec les universités, avec les établissements de santé, les lieux d'accueil en stage, ça c'est fondamental, et mobiliser toutes les expertises de votre territoire et construire ensemble les outils nécessaires au suivi. Vous nous avez demandé un référentiel souple, il est souple. Ça veut dire qu'il laisse beaucoup de liberté. Et ces libertés, il va falloir vous en emparer, il va falloir construire. Et pas construire tout seul dans son silo, mais bien construire avec les autres. Donc ça, c'est vraiment une volonté forte des deux ministères. On met de la souplesse et ça va être à vous de vous en emparer. On a mis en place dans le référentiel ce qu'on appelle désormais le cadre de consolidation. À un moment, quand j'avais dû intervenir auprès de vous, j'avais dû évoquer le cadre personnalisable, et en finale, on s'est calé sur cette idée du cadre de consolidation. Donc vous avez un espace que vous allez pouvoir construire, j'essaierai de vous en dire un mot. Dans le référentiel, vous trouverez un certain nombre de principes fondamentaux qui ne sont pas extrêmement originaux, mais qui vont réaffirmer un certain nombre d'éléments. Et du coup, dans ces principes, il y a vraiment un point fort sur le bien-être des étudiants. Les étudiants nous questionnent beaucoup sur ces éléments. Là, leur dernière enquête est assez effrayante. Je pense que peut-être Damien vous en reparlera. Mais vraiment, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et on ne peut pas se dire, c'est pas chez nous, c'est ailleurs, parce que ça existe et ça pose problème. Donc, dans les principes fondamentaux, on trouve l'apprentissage progressif, non exhaustif, parce qu'on est bien conscient que donc il faut travailler pour pouvoir ensuite transposer. Participation active, la multidisciplinarité, l'interprofessionnalité, ça c'est un élément fort et ça nous est aussi amené par justement l'université, la collaboration entre les professionnels de santé. La personnalisation des parcours, donc ce cadre de consolidation, donc vous allez pouvoir faire des parcours de consolidation où vous allez avoir quelques principes et ensuite vous allez pouvoir construire en fonction de vos ressources et de ce que vous souhaitez développer comme compétences, approfondir certaines compétences. Le bien-être étudiant que je vous évoquais, donc on a 5 domaines puisqu'en fait quand vous
prendrez connaissance à la fois du référentiel activité compétences et du référentiel formation. Le référentiel professionnel n'a pas repris de manière exhaustive les éléments autour de la communication. On a souhaité le reprendre dans le référentiel de formation. Donc vous avez un domaine centré sur les sciences infirmières, raisonnement clinique, un domaine qui est centré sur toute la pratique infirmière avec les aspects des sciences biomédicales, des sciences humaines et sociales qui trouvent finalement leur place dans ce domaine-là, et puis un domaine prévention. Ça, c'est une dimension forte de l'évolution du professionnel infirmier. Donc, une dimension forte sur la prévention, promotion de la santé. Un domaine sur la communication. J'ai vu dans le programme que vous avez prévu une approche sur le leadership. On en entendait aussi parler tout à l'heure. C'est un terme qui est vraiment posé de façon claire dans le référentiel. On souhaite en effet former les professionnels sur ces sujets. Un domaine sur la recherche, qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Donc, on a une approche progressive et adaptative des compétences, donc avec une volonté quand même de mettre plus de temps théorique et pratique en première année pour permettre d'avoir un certain nombre d'acquis avant, je dirais, une immersion plus longue dans le milieu. Ensuite, le cadre national et le cadre de consolidation que je vous évoquais. Le cadre de consolidation aujourd'hui dans le référentiel, c'est des textes qui sont quasi stabilisés, je pense que ça circule auprès de vous. Il y a 28 ECTS qui sont attribués à des enseignements théoriques et pratiques sur le cadre de consolidation, avec des unités d'enseignement libres, et 10 crédits qui sont dans l'enseignement clinique et qui sont également en cadre de consolidation. Vous aurez 4 typologies de stages. Une typologie de stage qui permet aussi l'accès au médico-social. Il est probable, je dis il est probable, parce que il est probable qu'on puisse ouvrir quand même une possibilité d'être en stage avec un professionnel de santé qui ne soit pas obligatoirement un infirmier. Je sais que c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, mais si on part du principe qu'on a des compétences génériques dans les professions de santé, eh bien, on doit pouvoir entendre qu'à un moment, on peut aller quand même voir l'activité, les prises en charge de ces professionnels et pouvoir travailler avec eux. Des évaluations qui sont beaucoup plus ouvertes. Dans les fiches UE, vous ne trouverez pas de prescription d'évaluation, donc c'est à vous de regarder et de retenir les choix que vous souhaitez faire par rapport à ce que vous souhaitez développer comme compétences. Des passages d'année, on a conservé la mesure qu'on avait déjà dans le référentiel 2009 avec la nécessité de valider la première année pour passer en 3e année. Un suivi pédagogique qui est posé, qui pourra être quantifié. Ça, c'était une demande forte de votre part, donc c'est prévu dans le référentiel. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le cadre de consolidation, la question de construire un parcours et d'aborder le projet professionnel de l'étudiant. Voilà un petit peu sur la structure telle qu'elle est quasiment stabilisée. Donc là, on travaille sur la rédaction de l'arrêté, sur l'annexe du référentiel de formation, qui sera le référentiel de formation. Et donc, le référentiel activité compétences professionnelles sera également en annexe de l'arrêté. Et on prévoit donc un guide d'accompagnement, de mise en place de ce référentiel. Et on prévoit également aussi des accompagnements à partir du moment où les textes seront publiés pour essayer justement de poursuivre, je dirais, le travail qu'on a déjà entamé dans un certain nombre de groupes de travail. Pour essayer de tenir sur ces 8 minutes qu'on m'a donné, quelques mots sur la mission universitarisation. Alors en fait, c'est une période assez intéressante et assez riche parce qu'en fait, la réingénierie infirmière s'est construite en parallèle des travaux de la mission universitarisation. Donc on a pu alimenter la mission avec un certain nombre de réflexions, puisqu'en fait, on retrouve certains acteurs dans les 2 thématiques, et puis la réforme infirmière s'alimente aussi des travaux de la mission universitarisation. La mission universitarisation, c'était vraiment la volonté des 2 ministères, donc c'est une mission pilotée par Christina Mirati, une volonté des 2 ministères d'essayer d'avancer sur cette fameuse universitarisation.
Tout à l'heure, Emmanuel Touzé disait ça fait longtemps quand même qu'on en parle. Donc l'idée, c'était d'essayer une énième fois de refaire une mission et puis d'essayer d'avancer. Donc, favoriser la lisibilité, la transversalité, la personnalisation des parcours. Et ça, l'université nous l'apporte et c'est vraiment important. Et cette idée aussi de réfléchir nos constructions de référentiels pour qu'il y ait des morceaux, des parts qui puissent être partagés. Et vous verrez dans le référentiel infirmier que vous aurez des aspects de compétences génériques et de compétences spécifiques. Et les compétences génériques, eh bien, on espère que dans les réingénieries suivantes, elles pourront être également positionnées. Poursuite d'études, on en parlait tout à l'heure. Hein, et puis, alors on l'a pas évoqué, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure sur les stages, mais là, c'est vrai qu'on propose d'insérer des temps de simulation dans le parcours de stage, en plus des apprentissages pratiques qui sont habituellement positionnés. Vous savez qu'aujourd'hui, les établissements de santé, l'ensemble des acteurs qui recrutent les diplômés ont des propos des fois assez durs quand même sur le niveau des nouveaux diplômés. Donc il faut qu'on bouge ces éléments-là. Donc du coup, il y a vraiment cette volonté de pouvoir soutenir par la simulation un certain nombre de gestes ou de gestion de situation pour que les professionnels, les futurs diplômés se sentent plus à l'aise. Développer la formation à la recherche. Donc là, dans le référentiel, il y a ce domaine et le travail de la mission universitarisation a été de caractériser en fait les éléments forts qu'on souhaitait voir traités à la fois dans le grade licence et dans le grade master. On avait eu l'occasion de travailler avec Emmanuel Touzé sur le sujet. Donc il y a des recommandations qu'on décline dans la formation infirmière, mais qu'on pourra décliner dans les autres réingénieries. Et on est en train de faire le même travail sur le grade master. Et puis, tout ce travail sur les droits identiques des étudiants. Donc là, il y a eu un travail sur des annexes. Donc il y a actuellement 6 annexes qui sont formalisées, qui traitent l'ensemble des problématiques et qui sont des annexes qui ont vocation à être diffusées avec les conventions, pas les conventions de stage, hein, les conventions qui sont mises en place entre les universités et les instituts pour que on fasse vivre ces droits identiques. On est en train d'essayer de travailler aussi pour voir comment on peut améliorer ces aspects de délai à certains moments qui pénalisent les étudiants pour qu'ils aient accès à un certain nombre de leurs droits. Donc, on a travaillé sur le volet diplomation ingénierie de formation, le volet conventionnel, le volet droit des étudiants et le volet recherche. La mission universitarisation, elle réunit l'ensemble des acteurs, donc des GOS, des GCIP pour les 2 ministères, ensuite les conseils régionaux, France Université pour les universités, CEFIEC, ANDEP, les étudiants. Je crois que je n'oublie personne, j'espère. Et donc là, on a une réalisation avec le cadre conventionnel IBOD. Vous savez que les IBOD, la diplomation est désormais réalisée par les universités. Donc ça a été un travail qu'avait fait la mission sur le cadre conventionnel. Les annexes, droits des étudiants, les recommandations sur la transformation pédagogique, sur les aspects d'initiation à la recherche dans le grade licence devraient pouvoir être diffusés prochainement. Et là, on travaille sur un sujet qui est un sujet sensible, on va dire, parce que par moment, ce n'est pas forcément toujours simple, sur la notion de la gouvernance. Et on a commencé à réfléchir avec un groupe dédié sur ces sujets pour voir quelles propositions on peut faire pour supprimer un certain nombre de successions en fait, de réunions qui mobilisent les mêmes acteurs et qui font que les éléments finissent par soit se perdre, soit ne pas forcément être suffisamment valorisés et surtout contraignent beaucoup les acteurs et du coup on se retrouve avec des difficultés de présence. Donc là on est en train d'essayer de réfléchir pour voir comment on peut, notamment sur une organisation que vous connaissez qui sont les départements universitaires, pour voir comment on peut avancer sur ces sujets de gouvernance. Donc du coup, la formation des infirmiers s'est enrichie de la réflexion de la mission universitarisation. La mission universitarisation nous a poussé sur l'idée il faut veiller au bien-être étudiant. Donc il faut faire des recommandations sur des durées. Donc vous verrez que dans le référentiel, vous avez une recommandation pour dire en première année, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas de nuit. Voilà.
C'est une recommandation. Après, vous verrez ce que vous en faites. Aujourd'hui, on n'a pas pu aller plus loin qu'une reco, mais c'est une recommandation. Le bien-être étudiant, c'est vraiment fondamental. Quand on est en stage en tant qu'étudiant, on doit avoir un temps dédié pour s'approprier les contenus, pour faire des recherches. Et désormais, ça c'est la mission aussi qui nous l'a porté, il y a 5 heures de temps par semaine pour ces aspects-là. Alors on a des acteurs qui commencent à nous dire on n'a pas de salle, on n'a pas de locaux, on ne sait pas comment on va faire. Mais en tout cas, il y a 5 heures de temps sur le lieu de stage pour travailler pour les étudiants. On va utiliser les technologies numériques, mais la mission nous dit bien, il faut de la médiation par les formateurs, il ne faut pas que ça soit mis juste parce qu'on n'a pas autre chose. Donc ces éléments-là, ils sont fortement posés par la mission. Il y a l'aspect de la simulation en santé. Le respect des droits des étudiants, je vous en ai parlé. Et puis, se dire que pour certains sujets, et ça, il faudra certainement qu'on aille plus loin que ce qu'on ne fait dans le référentiel infirmier. Dans le référentiel infirmier, vous avez donc l'aspect à la recherche qui a été travaillé dans la mission universitarisation. Vous avez le numérique en santé désormais qui est prescrit, le service sanitaire de la même façon. Donc ça, c'est quand même des thématiques qui sont traitées de manière globale sur un certain nombre d'étudiants de filières différentes, qui sont d'ailleurs pas toujours des filières paramédicales, hein, puisque ça touche aussi les filières médicales. Demain, il y a la santé-environnement qui est défendue de la même manière par l'enseignement supérieur. Donc peut-être que dans les référentiels qui vont se poursuivre, peut-être que sur certaines thématiques, on le voit bien sur la santé publique par exemple, on pourrait sûrement aller plus loin dans l'idée d'avoir des recommandations pour qu'il y ait des espaces de partage, que les différentes filières puissent se retrouver pour travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques communes qui méritent vraiment qu'on puisse les regarder de manière harmonisée. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Après, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Alors, on continue. Donc, on va donner la parole à Mabrouk Neka sur 3 questions. La première, c'est votre positionnement de l'Ordre national infirmier sur l'évolution du métier infirmier. C'est la première question. La deuxième, c'est pourquoi est-ce important donc, pour l'Ordre de passer du décret d'acte vers une approche par mission. Et la troisième question, c'est pour vous, quels sont les leviers pour accompagner ces nouvelles missions infirmières et comment accompagner les infirmiers afin qu'ils investissent ces nouvelles missions. La parole est à vous. Merci. Pour le moment, merci Madame la Présidente du CEFIEC et de CEFIEC de nous avoir invités. Je présente les excuses de ma présidente puisque elle aussi sont expo, donc les calendriers ne sont pas coordonnés, donc je représente ma présidente. Donc je suis Monsieur Neka Mabrouk, donc je suis membre du bureau national et trésorier national adjoint. Et une deuxième chose, je suis maître de conférence à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Voilà. Donc par rapport à ces questions sur déjà le titre, moi j'aime beaucoup votre titre, hein, le changement créateur d'opportunités. Oui, en ce moment c'est le changement. C'est le changement aussi bien dans la profession que dans la formation. Donc ce changement, faut se l'approprier. Et quand on voit vos questions, moi je suis ravi d'entendre que ça change, ça bouge. Ça bouge dans l'intérêt de la profession, mais aussi dans l'intérêt des patients et des futurs patients que nous serons aussi. Donc n'oublions pas. Alors bon, l'ordre infirmier, quand même quelques chiffres, c'est 570 000 inscrits. Et j'ai demandé ce matin combien il y avait de cadres inscrits. Sur à peu près 20 000 cadres inscrits, nous avons 15 000 inscrits à l'Ordre national des infirmiers. Donc l'idée qu'on ne soit pas inscrit est fausse, puisque j'ai 15 000 inscrits à l'Ordre national des infirmiers. Donc c'était juste pour donner une petite info. Et sur ces 600 000, à peu près, alors l'adresse dit 640 000, nous à peu près on est plutôt sur 620 000, mais peu importe. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est que déjà on est la première profession de santé du pays. Mais surtout, comme dit le professeur Franck Chauvin, professeur de santé publique avec qui je travaille à Saint-Étienne, c'est le soignant du dernier kilomètre. C'est celui qui va être au domicile, c'est celui qui est dans tous les milieux de vie, hein, de la naissance à la mort. Hein, vous en trouvez à l'école, au travail, à l'hôpital, à la crèche, vous en trouvez aussi en EHPAD, etc. Donc c'est celui qui se trouve dans tous ces milieux de vie. Et il y a 2 choses qui ont été intéressantes dans vos propos ce matin. La première qui a été présentée par la conseillère infirmière de l'OMS. La population vieillit.
Donc on sait que du coup, besoin de soins qui augmente, et ce besoin de soins, automatiquement, et ça c'est une étude aussi encore de l'adresse qui a dit qu'on aura besoin de 55% de plus de besoins d'infirmières en 2040. Ça c'est l'adresse en décembre 2024 qui nous l'a dit. Donc ça nous pose le constat que, un, la profession infirmière va être très sollicitée, et de deux, comme l'a dit l'OMS, un manque d'infirmières par rapport aux besoins de santé. Donc du coup, il était essentiel qu'il y ait une réorganisation un petit peu du rôle des infirmières et de la responsabilité des professionnels. Et donc du coup, l'Ordre national des infirmiers est contente de cette nouvelle ambition, et le ministre l'a bien dit tout à l'heure, de cette nouvelle loi qui va permettre un petit peu de structurer un peu plus en cohérence les besoins de la santé de la population et aussi les enjeux du système de santé et de la profession infirmière. Donc pour le métier, sortir du parcours du décret d'acte pour passer, qui est devenu pour nous obsolète, puisque la liste à la Prévert, alors que vous avez aujourd'hui sur le terrain des infirmières qui font des actes qui ne sont pas sur la liste. Donc est-ce qu'à chaque fois on va courir après la liste des actes, ou on passe maintenant à la côté de la mission, et donc la mission infirmière avec sa responsabilité. Et quand on parle de mission, on renvoie à une profession plus intellectuelle, capable de penser, autonome et responsable. Et donc là, on avance sur une nouvelle image de la profession. Donc, et puis aussi, on repart sur la discipline sciences infirmières que justement l'universitarisation permet et l'évolution. Donc, cette évolution est plutôt engagée. Et nous, du côté de l'Ordre, on est satisfait de cette proposition de loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, votée à l'unanimité au Sénat, où notre présidente était présente, et puis donc on attend en effet pour le mois de juin la commission paritaire pour voir un petit peu sur quoi ils vont se mettre d'accord. Donc là, vraiment c'était une réforme attendue de la profession et qui engage une reconnaissance forte pour nous de la profession infirmière. Donc la PLL, je ne vais pas répéter un petit peu ce qui a été dit, la reconnaissance entre autres du diagnostic infirmier et de la consultation infirmière, donc ça confie aussi un pouvoir de prescription, ça va aussi permettre l'accès direct aux infirmières sur le rôle propre, l'expérience de l'accès direct sur le rôle sur prescription dans les structures d'exercice coordonné, et en gros l'affirmation aussi des sciences infirmières. Donc pour nous, ça répond à la fois aux attentes des Français et ça répond aussi à l'attente des infirmières et de ce changement qui a été nécessaire. Pour la troisième question, la première chose, c'est que il est nécessaire d'avoir 3 leviers. 1, le cadre juridique. Donc on est il faut que le cadre soit clair et lisible. Avoir un décret qui ne soit pas clair et lisible, c'est toutes les interprétations possibles. Donc on est assez vigilant, nous, à l'Ordre, là-dessus, avec le service juridique, pour que vraiment le projet de loi amorce cette transformation avec des cadres et des textes rigoureux et très clairs. La deuxième aussi, donc, c'est décret d'application, voir les modalités sur les exercices, les nouvelles missions qui doivent être mises en œuvre rapidement, et être aussi aligné avec les ambitions de la loi, puisque M. le ministre nous a cité un peu cette ambition. Les conditions aussi d'exercice qui soient plus attractives, et là c'est une vraie question. Quand on voit une durée de vie d'infirmière de 10 ans, quand on voit 36 000 inscrits en première année, 26 000 qui sortent diplômés, donc on a ce manque d'infirmières qui nous pose question et qu'il faut résoudre les problèmes. Comment augmenter l'attractivité ? Comment dans la formation, mais aussi après dans la profession. Moi, je suis président du département de la Loire. Quand j'ai des demandes d'attestation de bonne moralité pour des infirmiers jeunes diplômés qui partent en Suisse, ça me pose question. On les a formés pendant 3 ans, ils sont là et ils vont partir. Et ils nous le disent, hein, nous, pour leur donner une attestation de bonne moralité, il faut les rencontrer avant que je signe en bas de la page. Et donc on échange et ils nous le disent très clairement. Il y a 2 choses. La qualité de vie au travail, c'est pas que l'argent. Il y a l'argent, oui, mais aussi la qualité de vie au travail. Et là, on en revient sur le ratio patient-soignant. En Suisse, c'est une infirmière, 10 patients. Donc la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pas autant d'heures que nous, avec autant d'investissements, etc. Ils ont bien raison, hein, c'est l'équilibre de vie. En tant que père de famille, en tant qu'homme, en tant que femme, etc. Et je pense que cet équilibre, il est nécessaire. Quand on parle du burn-out des infirmières, je pense qu'il est nécessaire aussi de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on manque d'attractivité et on use les infirmières? Là, c'est quelque chose qu'il faut se poser et à mon avis, déjà même quand on voit qu'ils sont usés quand ils sont étudiants sur l'enquête du bien-être
des étudiants infirmiers, et encore la même chose sur l'enquête OMS sur le bien-être des infirmières. Donc ça pose question. Voilà. Donc pour moi, il faut l'implication des infirmières. On parle de leadership. Alors nous, l'Ordre, on essaie de jouer ce rôle-là de leadership, mais il faut que aussi dans les IFSI, vous formez vos futurs infirmiers. Et puis vous, en tant que cadre formateur, le leadership, il est important, il est nécessaire, et c'est la reconnaissance de la profession. Et puis voilà, quand on veut du changement, il faut s'engager. Et donc il faut aller s'investir, essayer de réfléchir et comment améliorer les choses. Et toutes les propositions que font le CEFIEC au ministère, c'est ce qui permet justement cet engagement et cette évolution. Bon, pour nous, sur la vision de la profession, on a une vision très claire. Hein. Faire des infirmières qui soient des piliers d'un accès équitable et durable aux soins, ça passe par une profession renforcée. C'est aussi mieux reconnue, cette profession mieux formée, mieux rémunérée, c'est dans le texte, et capable de répondre aux défis de la prévention, de la transition démographique. Alors pourquoi la prévention? On a beaucoup l'axe éducation, promotion de la santé. Comme le dit la santé publique, hein. On a une population vieillissante, on a plus de besoins en soins. Or, l'argent à la sécurité sociale, on est en déficit. Donc si on a moins de malades, des patients qui se prennent mieux en charge, et puis surtout des personnes âgées en meilleure santé, entre autres les pays nordiques, la Suède ont des personnes âgées en meilleure santé qu'en France, et c'est la prévention, c'est l'éducation à la santé, c'est se prendre en charge, c'est le niveau de littératie en santé que les infirmières permettent de développer chez les patients. Donc c'est toutes ces choses-là qui permettraient d'avoir une population en meilleure santé, et donc moins de soins, et donc une économie pour tout le monde. Voilà, merci. Merci, Monsieur Necker.